À la une ce soir, 6 jours après le passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin, le président Emmanuel Macron s'est rendu sur place. Il a tenu à défendre la gestion de crise de son gouvernement et annoncer des mesures de relance. Un nouvel homme suspecté d'être impliqué dans le meurtre de Marion Génin interpellé. D'origine saint-lucienne, il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. C'est un simple contrôle d'identité qui a permis son arrestation. Mobilisation massive contre la loi travail aujourd'hui. Les organisations syndicales locales ont été nombreuses à relayer la mobilisation nationale. D'une même voix, elles ont tenu à manifester leur inquiétude sur cette réforme. Et puis, nouvel entretien politique ce soir dans le cadre des sénatoriales. Belfort Birota nous parlera de ses motivations et de ses projets au sein du Sénat. Le secrétaire général adjoint du RDM se présente sans étiquette. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Emmanuel Macron en visite à Saint-Martin, 6 jours après le passage d'Irma sur l'île. Le président a rencontré aujourd'hui les sinistrés. Lors de ses entretiens avec les habitants, il a tenu à défendre la gestion de crise de son gouvernement. Voyez ce reportage de nos confrères de TF1. Beaucoup à l'arrivée du président à Saint-Martin sont dans l'émotion. Vous voulez revenir après? Oui, et l'accueil, globalement, est bon. Certains, spontanément, le tutoient. On est en train de souffrir. Et il n'y a que toi qui peux nous aider. Mais quelques habitants exaspérés le prennent à partie. Ils lui reprochent une intervention trop tardive des secours et la discussion s'engage, houleuse. Mais on fait le maximum. Je suis venu avec des tentes gonflables, avec de l'eau, avec 12 tonnes de médicaments. Oui, et c'est pas un discours, mais on a la réalité. Emmanuel Macron sait qu'il doit apporter des réponses concrètes et immédiates. Il multiplie donc les engagements. Vous allez les aider à accélérer les procédures d'indemnisation? Ah mais je suis là pour ça. Et public et privé. On a pris des engagements clairs et de stabilisation, de retour rapide à la vie normale. On a obtenu, et c'est une bonne nouvelle d'aujourd'hui, des unités de désalinisation de nos amis américains. Donc elle les aura là dans les tout prochains jours. Donc on aura plus vite de l'eau potable sur l'île. On va encore accélérer les choses et accélérer la reconstruction avec des règles simplifiées. Le président souhaite aussi que certaines écoles rouvrent dès la semaine prochaine et vise un retour à la normale pour l'ensemble des élèves vers la Toussaint. Un peu partout, comme ici à l'aéroport, il ne cesse d'étreindre les uns et les autres et prend soin de mettre le tout sur sa page Facebook en direct pour une dizaine de minutes. Dans son avion, cette nuit, Emmanuel Macron a aussi invité les journalistes à filmer ces échanges. À propos de l'acheminement du fret et des vivres, 85 tonnes de nourriture et 1 million de litres d'eau ont déjà été transportés, explique le directeur de la sécurité civile, très laudatif. Vous avez mis en place la plus grande opération logistique depuis la Deuxième Guerre mondiale conduite par la France. Toute opération militaire confondue. On a un pont aérien extraordinaire. Et à peine est-il arrivé ce matin sur le tarmac en Guadeloupe qu'Emmanuel Macron déjà défendait l'action de son gouvernement. L'aide est arrivée aussi vite que possible, jure-t-il. Compte tenu des contraintes et des incertitudes à la fois météorologiques et géographiques, il n'était pas possible d'avoir une anticipation supérieure. Le temps n'est à aucune polémique. Il est à l'action, à la mobilisation pour le retour à la vie normale et à la reconstruction. Ensuite viendra le temps de l'évaluation. J'y suis tout à fait disposé. Il approuve l'idée d'une commission d'enquête parlementaire, mais plus tard. Ce soir, Emmanuel Macron est aux côtés des forces de l'ordre en patrouille à Saint-Martin, où il passera la nuit. Un déplacement du président, vous l'aurez compris, qui a eu pour principale mission de confirmer la présence de l'État. Il a d'ailleurs saisi l'occasion pour annoncer un ensemble de mesures pour relever les îles dévastées. Voyez ce reportage de Linda Kersi et d'Isabelle Hameau. Plusieurs priorités ont été annoncées par Emmanuel Macron. La première, permettre un retour à la vie quotidienne. L'ordre public, je viens de l'évoquer, les moyens sont là sous la coordination générale de gendarmerie, avec un retour à l'ordre public. Partout, nous avons connu des débordements inacceptables. Ce soir, je serai aux côtés de nos forces de l'ordre, en patrouille, pour m'en assurer. Dans un second temps, l'accès à l'eau potable, l'un des enjeux essentiels sur l'île. Plusieurs initiatives ont été prises par l'État. Nous avons une usine de désalinisation qui sera dans les prochains jours livrée grâce à une coopération avec nos amis espagnols. Plusieurs initiatives ont été prises qui nous permettront, à partir du 20, d'avoir à nouveau de l'eau produite sur le territoire, en quantité moins importante que ce qu'il y avait avant l'ouragan, mais ce qui permettra un retour progressif à la normale et nous y sommes très vigilants. Le président Macron assure que tous les services de l'État seront mobilisés pour accélérer le déblaiement des rues.
et la reconstruction des bâtiments. Nous allons accélérer et coordonner le déblaiement des rues, le déblaiement des maisons, le retour justement aux accès minimums aux infrastructures et la distribution d'alimentation et d'eau. Nous ferons vite, nous ferons bien et nous ferons mieux. Le Saint-Martin qui renaîtra de cet ouragan devra avoir des constructions durables qui répondent là aussi aux exigences sismiques et environnementales. Car ce qu'il se passe aujourd'hui à Saint-Martin, c'est bien le résultat de constructions qu'on a parfois laissé se faire dans des conditions qu'on n'aurait pas acceptées dans d'autres territoires de la République. Enfin, la santé et l'éducation n'ont pas été épargnées. Le chef de l'État prévoit une rentrée des classes dès la semaine prochaine. Dès le début de semaine prochaine, nous souhaitons pouvoir ouvrir, même pour quelques heures, des écoles. Aujourd'hui arriveront des tentes gonflables qui permettent d'enseigner. Nous allons organiser progressivement ce retour à la normale pour que d'ici à la Toussaint, ce soit un cycle normal qui puisse être repris pour l'ensemble des élèves de l'île, mais en accordant la priorité évidemment aux classes d'examen, en particulier celles et ceux qui sont en terminale, mais pour dès la semaine prochaine, partout où c'est possible, permettre ce retour à la vie normale. Une reconstruction de l'île de Saint-Martin qui, selon les assureurs, s'élèverait à plus d'1 milliard d'euros. Selon Emmanuel Macron, tous ces moyens représentent l'un des plus grands ponts aériens depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, à Saint-Martin, la vie reprend difficilement son cours depuis le passage de l'ouragan. Le quotidien reste très difficile, surtout dans les quartiers défavorisés, avec le manque de vivres et de carburant. Voyez ce reportage de nos confrères de TF1. L'essence revient. La nouvelle a fait le tour de l'île très vite. Avec leurs bidons, les habitants attendent des heures entières, quelquefois toute la journée, pour récupérer 20 litres d'essence. Elle est rationnée, car il en faut pour tout le monde. Dans le quartier Sandy Ground, là aussi, une file d'attente interminable. Plusieurs centaines d'habitants font la queue depuis ce matin ici pour récupérer un peu de nourriture. Aujourd'hui, c'est le propriétaire d'un entrepôt qui a donné tout son stock aux pompiers. Il y a de la viande, des œufs, de la crème fraîche et d'autres denrées. Mais c'est l'eau qui semble introuvable dans ce quartier. Dès qu'on arrive pour de l'eau, il n'y a plus d'eau. Enfin, l'eau, c'est la première chose qui part. Moi, je suis venue pour de l'eau, j'ai eu des œufs, de la mozzarella. Voilà, quand j'ai pas d'eau. Ils pourraient mettre de la farine, des pâtes, des trucs plus utiles. Dans une rue un peu plus loin, est-ce qu'il y a des distributions qui viennent dans le quartier? Non, ils ne viennent pas ici. Et nous, on habite là et personne ne vient pas ici. Tout est là-bas. Ici, on a besoin de tout. Voici la seule pharmacie qui n'a pas encore été braquée. Les habitants attendent que la grille s'ouvre. Il y a 6 ou 8 pharmacies à Marigot. Elles ont toutes été pillées, d'où l'importance de la sécuriser. Des bérets rouges surveillent. Ça fait 2 jours qu'on nous dit que le pharmacien va venir, et 2 jours qu'on poireaute et que personne ne vient. Il y a du monde, mais il n'y a rien qui bouge. J'ai plus la force, madame. Ici, nombreux sont les habitants qui paraissent épuisés. La vie n'a pas encore repris. Eux n'ont pas reçu la visite du président. Pourtant, les habitants de Saint-Barthélemy payent aussi un lourd tribut. Les dégâts sont importants et certains se sentent tout simplement abandonnés. Reportage. Le quartier d'Anse-des-Cailles, à l'ouest de l'île, frappé de plein fouet par le cyclone Irma. Cette famille s'estime chanceuse. Les murs de la maison ont tenu. Mais Barthélemy, le fils, nous emmène à l'intérieur. Avec le vent, toute la toiture est partie là, sur ce côté là-haut. Pas de quoi baisser les bras. D'ailleurs, Luciane, presque septuagénaire, garde une énergie débordante. Je bosse, je fais la vaisselle, je fais à manger, je fais tout. Depuis le cyclone, on a beaucoup travaillé. Tout le monde sur l'île travaille d'arrache-pied. Et la colère commence à gronder. Comme Philippe, nombreux sont ceux qui dénoncent le manque d'aide extérieure. Personne de la collectivité s'est déplacé, personne n'est venu ne serait-ce que nous demander si on a besoin de quelque chose, si on va bien, s'il y a des blessés, on n'a vu personne. Un peu plus loin, Olivier dirigeait un centre sportif et il lui arrive de céder à l'abattement. Les pertes sont énormes. Vous avez une idée là des dégâts, le montant des dégâts? Moi j'en ai à peu près pour 150 000 €, rien que pour moi la partie intérieure du matériel sportif. Après le bâtiment c'est tout qu'à bouger. En fait il y a une vague de 12 mètres qui est passée au-dessus du toit. Dans le centre-ville, certaines activités reprennent déjà. La boulangerie a rouvert, essentielle pour les habitants, mais aussi pour les employés. Nous aussi, ça nous fait plaisir de pouvoir travailler
d'essayer de s'occuper, de rendre service et de pouvoir servir un petit peu tous les pompiers, les gendarmeries et faire plaisir tout simplement aux gens de reprendre la vie petit à petit, quoi. Pouvoir acheter du pain, aller boire un café, prendre et donner des nouvelles grâce au Wi-Fi gratuit. Tout cela peut paraître infime, mais pour les habitants de Saint-Barthélemy, c'est déjà un grand pas. Et en Guadeloupe, l'heure était au soulagement pour les rescapés qui ont enfin pu obtenir leur billet d'avion pour rejoindre Paris. La majorité des touristes a pu quitter la Guadeloupe aujourd'hui. Karen Diamin les a suivis avant leur départ. Regardez. Non loin du terminal régional, Georgette et son petit groupe attendent patiemment de regagner l'Hexagone. Rapatrié en Guadeloupe dimanche, le petit groupe a eu vent d'un avion militaire qui pourrait les ramener à Paris. Moi, je suis très contente de regagner la métropole parce que depuis, à Saint-Martin déjà, on a tout perdu. Ma maison, elle a pris l'eau, même si les murs sont encore là, mais j'ai de l'eau dans la maison. Et mon seul objectif, c'est mettre mon fils à l'école, vu qu'il n'y a plus d'école à Saint-Martin. Rentrer en métropole, mettre mon fils à l'école et souffler un peu de tout ce cyclone, tout ce vent qu'on a eu et tout. Et je remercie beaucoup l'équipe, la Croix-Rouge d'ici, le SAMU et la dame qui nous a pris en charge, qui nous a hébergés pour la nuit. Oui. Elle a été super gentille avec nous. Elle nous a trouvé des pulls. On était vraiment dans une très bonne équipe et ils ont vraiment pris soin de nous. Je ne sais pas pour les autres, mais ça a été vraiment bien. Et on est vraiment contente qu'enfin on a trouvé un vol pour aller en France, même si c'est avec l'avion militaire, je ne sais pas. Mais je suis contente parce que là, c'est surtout pour mes enfants et j'ai 2 enfants là. À Saint-Martin, on n'a rien du tout, on n'a pas de boulot, on n'a pas on n'a rien du tout, école non plus. Donc là, je suis contente surtout pour mes enfants. Ce bonheur, ils le doivent à la mise en place d'une cellule de crise hier par les services de l'État. Il y a un vol qui part en fin de matinée à 12h30 qui va pouvoir embarquer 185 personnes. 185 personnes qui se sont présentées à la cellule d'accueil et d'orientation qui a été mise en place ici à l'aéroport et personnes qui figurent sur une liste prioritaire. Donc ces personnes ont été rappelées au cours de la nuit et elles ont commencé les enregistrements à partir de ce matin pour pouvoir être prêts à un vol dont le départ est prévu à 12h30. Si 185 réfugiés ont pu quitter la Guadeloupe par le biais de ce vol militaire, près de 300 autres rescapés étaient encore attendus dans la journée. Là aussi, la préfecture a anticipé les nouvelles arrivées et mis en place un planning de rotation aérienne. Il y a des disponibilités dans les jours qui viennent. Il y a en particulier un vol qui est affrété par la Fondation de France et il y a également un vol supplémentaire qui a été mis en place par Air France. Donc nous avons augmenté nos capacités de transfert vers Paris. Les rotations aériennes devraient s'intensifier pour désengorger la cellule de crise et permettre à ceux qui le souhaitent de regagner la Guadeloupe dans un premier temps et ensuite l'Hexagone. Toujours en Guadeloupe, de nombreuses familles se positionnent chaque jour spontanément pour héberger des sinistrés. Marie Tricot et Michelet François ont suivi le nouveau quotidien des accueillants. Regardez. 24 heures après son arrivée dans cette famille d'accueil, Vanna parle à nouveau. Ça, c'est une petite fille qui a venu là. La Saint-Martinoise et son fils de 15 ans ont pu profiter d'un repas et dormir dans un lit, grâce à Philippe et sa femme. Une démarche spontanée pour ce couple. On voulait faire quelque chose pour eux, on ne peut pas aller sur place. Donc le fait de les accueillir chez nous déjà pour qu'ils puissent décompresser et puis aussi se reposer parce qu'ils sont tous arrivés à exténuer. Le choc de ces terribles heures passées dans la fureur d'Irma s'éloigne grâce aux bons soins de leurs hébergeants. Au fil de la journée, on sent quand même qu'ils se détendent, qu'ils arrivent un petit peu à parler. Hier, ils n'arrivaient pas vraiment à parler de leur situation. Depuis hier, je sens bien, parce que je sens bien depuis quand on est arrivé ici, là, la dame et le monsieur, c'est très gentil, ils donnent à manger, ils donnent à boire. Vanna ne souhaite pas repartir à Saint-Martin.
Mais avec sa maison détruite et sans appui hors du territoire, son avenir est incertain. On a réussi à caser quasiment tout le monde sans aucun souci. Dans ce quartier vivent des professionnels du tourisme qui ont profité de la basse saison pour recueillir en urgence ces réfugiés climatiques. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bloqué? Oui. Ça vous dit de venir chez nous? Oui, bien sûr. Pas de problème. Venez avec nous. Et il nous a fait remplir un papier et on est parti. Mais pour combien de temps? Malgré leur bonne volonté, Philippe et sa femme sont démunis face à la détresse psychologique et les problèmes de santé de leurs hôtes. On a recueilli des gens en toute simplicité et au final on se rend compte que c'est des situations un peu particulières et c'est pas les situations auxquelles dont on nous avait informé à l'avance. L'information n'a pas été transmise. La préfecture me disait ce matin, écoutez, on n'a pas de solution, on vous recontactera. Quand? Je sais pas. Donc nous, en attendant, on a des gens malades chez nous. Aujourd'hui, les hébergeants interpellent l'État et lui demandent de trouver une solution durable pour les sinistrés de Saint-Martin qui, après avoir fui leur île, ne savent pas où aller. Restez avec nous à suivre. Nous reviendrons sur le triple homicide dont nous vous parlions hier soir, 2 jours après l'assassinat par arme à feu d'une Guadeloupéenne avec ses enfants. La famille des victimes est sous le choc. Belfort Birota sera notre invité politique de ce soir. Le secrétaire général adjoint du RDM se présente au sénatorial sans étiquette. Et puis Hubert Bornil s'est rendu au Gros Morne aujourd'hui pour faire le point sur les nouvelles tensions au sein de la municipalité. Mais avant, parlons de ce nouveau rebondissement dans l'affaire Marion Génin. Roger Avril, 4e suspect dans ce triste fait divers, a été arrêté hier. C'est lors d'un simple contrôle d'identité que l'homme d'origine sainte-lucienne a été interpellé. Il rejoindra très bientôt au centre pénitentiaire les autres hommes soupçonnés comme lui d'être impliqués dans le meurtre de Marion Génin. Le point tout de suite avec Jean-Marc Dabreu. Roger Avril, dans les mains de la justice française, 8 ans après l'émission de sa fiche de recherche, arrêté hier au Lamentin lors d'un simple contrôle d'identité. Déjà condamné pour meurtre et séquestration commis en septembre 2008 avec 3 autres ressortissants saint-luciens, il était également poursuivi dans l'affaire de Marion Génin, du nom d'une opticienne de 36 ans, violemment tuée en septembre 2008. Un corps a été retrouvé sans vie aujourd'hui à Sainte-Luce. Il pourrait s'agir de celui de Marion Génin. Une quarantaine de gendarmes et environ 10 véhicules étaient sur les lieux depuis ce matin. La jeune femme était portée disparue. Son corps sans vie était retrouvé à Sainte-Luce. Les protagonistes de l'affaire s'étaient confondus en laissant leurs propres clichés dans un appareil photo volé. Ensuite, à Sainte-Lucie, Dany Francis, Roger Hilaire, Simon Chérubin ont été arrêtés puis extradés à Fort-de-France. Avec l'arrestation de Roger Avril, l'équipe de malfaiteurs présumés est maintenant au complet et répondra solidairement de ses actes devant une cour d'assises. Toujours au chapitre fait divers, revenons sur le terrible drame qui s'est déroulé dans l'Oise. Nous vous en parlions hier, une jeune Guadeloupéenne a été abattue par son mari. L'homme a également tué ses 2 enfants avant de retourner son arme contre lui. 2 jours après cette terrible nouvelle, la famille des victimes domiciliées dans la commune d'Anse-Bertrand en Guadeloupe est sous le choc. Reportage de Nathalie Dinan, Patrick Curie et Gérard Dester. Tout ça, le dimanche matin, ma fille m'a appelé. Il m'a dit, bon, maman, et mon mari s'est réveillé, il est déchaîné. Un déchaînement qui s'est terminé par un drame. Alors qu'elle atteint un coup de fil de sa fille partie retrouver son frère à Paris, Marie-Josiane Dopin apprend vers 17h30 la triste nouvelle. Alain, j'ai tué Cindy et j'ai tué cette timona. On dit, ah bon? Et on dit, bon, on va comprendre, mais que j'ai fait, j'arrivais en gare là et tué. Il dit, moi, maman, mais mon il n'est pas venu en voiture. Et il est entré sans parler, il en mettait qu'à tuer moi. Il tire sur Cindy et 2 de ses enfants. Une fillette échappe à la tuerie. Pour le père de Cindy, envahi par une grande tristesse, c'est l'incompréhension. On ne peut pas aller au cas quitter. Mon père fait ça. C'est grave. Je vais attendre moi. Ça, j'ai mal passé moi. Bon? Je n'ai pas de mauvais sentiment. C'est mené, moi, je suis attendre. Quand on est des garçons là, ils sont en force. Ils sont en bonne. Mais tout ça pas bon, ça grave. Ça a mal passé, moi. Christophe et Marius pleurent leur sœur. Très liés, ils sont ballottés entre colère et tristesse. Pour leurs parents et le reste de la fratrie,
il demeure digne face à la douleur. Surtout que je lui ai parlé vendredi. Vendredi, on s'est parlé, on a bien parlé, tranquille. Et le dimanche, apprendre ça, non, je ne m'y attendais pas. C'est vraiment un coup dur pour moi. Il y a beaucoup de choses qui me sont passées à la tête. Mais bon, comme on dit, il s'est tué, il est mort, donc on ne peut rien faire. Donc franchement, je demande à aucune famille d'être dans ce cas-là. On peut écouter ce qui a passé, mais on ne peut pas mettre en tête que c'est vous, ça arrive. Ça veut dire que pour en tête, bon, c'est plutôt étranger qui a fait ça, à part entier. Et là, nous venons apprendre une nouvelle vers 17h30, 18h. Ça m'a mené nous jusqu'à maintenant. Et en plus, c'est un monde qui était tranquille, pas un monde qui était fait grand là, quoi. C'est un monde qui était posé, aimé de tous, qu'on nous toutes même. La famille attend maintenant le rapatriement des corps de Cindy et des enfants. Au chapitre social, ils étaient plusieurs centaines ce matin à manifester contre la loi travail. Une mobilisation prévue de longue date au niveau national, relayée ici en Martinique par les organisations syndicales locales, secteur public, associatif ou privé. Ils ont tous parlé d'une même voix. Voyez ce reportage de Louis Sabès. Le message au gouvernement et au chef de l'État en particulier est clair. C'est un non catégorique à la réforme du Code du travail. Les manifestants dénoncent une mise à la trappe de leurs acquis sociaux. Avec la loi Macron, c'est tous les travailleurs qui seront impactés par toutes ces modifications du Code du travail. Après un licenciement abusif, les indemnités vont chuter comme pas possible. Je ne me bats pas là pour moi parce que je suis en fin de carrière, mais je pense à toute notre jeunesse, nos étudiants, et je crains pour leur avenir. Ils étaient plusieurs centaines à battre le pavé. Conséquence, certaines écoles n'ont pu accueillir d'élèves. Dans d'autres, il n'y a pas eu de cantine et le fonctionnement des administrations a été perturbé. Gel de l'indice des fonctionnaires, diminution des moyens des collectivités pour le secteur public, suppression des contrats aidés, réduction des instances du personnel et des indemnités de licenciement. La modification du Code du travail a de quoi inquiéter les manifestants. Une fleur offerte au patronat, selon les organisations syndicales. On augmente les moyens des patrons de faire passer la baisse du salaire, l'augmentation du temps de travail, la diminution du nombre de jours fériés, etc., etc. Et on diminue les moyens des organisations syndicales et des représentants du personnel de résister à ces mesures, de s'opposer à ces mesures. Ce que les ordonnances veulent faire, c'est enlever tout cela pour faciliter le passage du tsunami antisocial qui se prépare aujourd'hui avec le MEDEF et les organisations patronales les plus extrémistes. A l'inverse, pour le patronat, cette loi est une avancée nécessaire. Une réforme sur le droit du travail qui permettrait plus de dialogue entre les travailleurs et leur direction. Elle consiste à mettre un peu plus de flexibilité dans les relations dans l'entreprise, à recréer des espaces de dialogue entre les salariés et les entrepreneurs, avec ou sans les syndicats d'ailleurs. Donc ce sont de nouveaux espaces qui ne peuvent être que profitables, à redescendre le niveau de discussion à l'échelon le plus bas de l'entreprise, et puis à rééquilibrer la loi entre ce qui relève de la branche, ce qui relève de la loi et ce qui relève de la discussion d'entreprise. Les ordonnances du gouvernement doivent être présentées au Conseil des ministres le 22 septembre prochain. Les syndicats de travailleurs espèrent encore que les mobilisations forcent le président Emmanuel Macron à revenir sur cette réforme du Code du travail. Alizé Lutran nous a rejoint pour faire le point complet sur cette loi travail qui fait si peur. Alizé, quels sont les grands enjeux de cette réforme ? Alors, je vous le rappelle tout d'abord, la réforme du travail, c'est 5 ordonnances, 36 mesures et tout autant de raisons de s'y perdre. Dans les chapitres les plus importants, il y a tout d'abord la négociation dans les PME. Très concrètement, le gouvernement souhaite simplifier les négociations dans les petites entreprises de moins de 20 salariés qui n'ont pas de délégué syndical. Entre 20 et 50 salariés, les entreprises pourront négocier avec un élu du personnel non mandaté. Ça, ce n'était pas le cas jusqu'ici.
jusqu'ici. En clair, ça empêche les employeurs de poser des conditions unilatérales et ça c'est plutôt bien pour la sécurité du salarié. Pour l'employeur, il ne prend pas de risque lorsqu'il souhaite négocier, par exemple pour des astreintes, pour négocier des astreintes. C'est aussi la possibilité pour l'entreprise d'accéder plus facilement à de nouveaux marchés. Mais voilà, cette mesure peut aussi être vue comme un court-circuitage des organisations syndicales. J'attire votre attention sur ce premier point, tout simplement parce qu'en Martinique, les TPE de moins de 11 salariés donc représentent 95% aujourd'hui des entreprises chez nous. Et ce n'est pas rien. Alors, autre mesure importante, le recours au prud'homme, c'est ça ? Exactement. Alors concrètement, le délai de recours après un licenciement sera limité à 1 an pour tous les types de licenciements. Avant, il était d'1 an pour les licenciements économiques, mais de 2 ans pour les autres types de licenciements. Pour l'employeur, concrètement, ça diminue le risque de se retrouver au prud'homme plusieurs années après le dit licenciement. Et pour le salarié, et possiblement ex-salarié, à part accélérer la procédure de réparation, il n'y a pas vraiment d'autres avantages. L'un des points de discorde importants, et on en parle beaucoup, c'est le barème des indemnités prud'homales. Les indemnités vont être réduites et plafonnées, Sabrina, en cas de licenciement dit abusif. Juste pour celui-ci, les dommages et intérêts ne sont plus calculés en fonction du préjudice subi. Avant, c'était au cas par cas, en fait. Pour un salarié, ça va se passer de la façon suivante. Celui qui a une ancienneté égale ou inférieure à 2 ans dans une entreprise, ses dommages et intérêts seront désormais plafonnés à 3 mois de salaire uniquement. De 2 à 10 ans d'ancienneté, ce sera jusqu'à 10 mois de salaire. Et pour ceux ayant au moins 29 ans d'ancienneté dans une entreprise, ce sera jusqu'à 20 mois de salaire. Le dernier point, le CDI de projet et les accords de branche. Les fameux accords de branche qui font bondir les salariés en ce moment. L'ordonnance va permettre aux branches professionnelles de négocier en fait des règles dérogatoires concernant les CDD. Par exemple, la durée maximale d'un CDD ou le nombre de fois où il pourrait être renouvelé. Jusqu'à présent, c'est 2 fois. Vous allez me dire, mais si mon CDD est renouvelé, c'est plutôt pas mal en soi, finalement. Mais en fait, non, parce qu'en fait, ça pourrait instaurer concrètement une forme de précarité et par exemple retarder l'accès potentiel à un CDI derrière. Et puis du côté du CDI, les entreprises pourront également déterminer des causes précises de rupture. Je vous donne un exemple très concret. Si le chiffre d'affaires de votre entreprise décline ou si votre entreprise perd un marché, elle pourrait alors ajuster à votre détriment sa masse salariale en fonction du marché. Alors ça veut dire qu'on pourra être licencié plus facilement, c'est ça? Alors non, justement, pas d'amalgame. Attention, il ne faut pas oublier que dorénavant, l'employeur ne pourra pas modifier des conditions de travail ou revoir à la baisse des avantages sans l'accord de ses salariés. Alors quand ces ordonnances seront-elles appliquées? Normalement d'ici fin septembre à début octobre. La réforme doit être adoptée en Conseil des ministres le 22 septembre prochain. Elle sera ensuite publiée au journal officiel la semaine suivante et devrait donc être appliquée dans la foulée. La réforme du travail, vous le savez, c'est le premier gros chantier social du quinquennat. On attend maintenant les réformes de la formation professionnelle et de l'apprentissage, celle de l'assurance chômage également, tout ça ce sera en septembre aussi normalement. Et puis enfin, celle des retraites en 2018. Vous l'aurez donc compris, il y aura de nouvelles pommes de discorde. Très bien, merci à vous Alizée et on compte sur vous pour nous expliquer toutes ces prochaines réformes. Avec plaisir Sabrina. Merci à vous. La politique, c'est sur ATV. Nous vous l'annoncions hier, tous les soirs jusqu'au 24 septembre prochain, date des élections sénatoriales, nous recevrons un candidat afin qu'il nous présente son programme. C'est l'heure de notre entretien politique. Un entretien politique qui a été enregistré cet après-midi. L'invité du jour est Belfort Birota, qui est président du SDIS Martinique, secrétaire général adjoint du RDM. Il se présente sans l'investiture de son parti. Avant de prendre connaissance de son programme, je vous propose de regarder son portrait réalisé par Guillaume Bacoul. Eh bien voilà, nous on combat. Et puis moi j'aime bien. Allez, porte-toi bien. L'homme aime à cultiver sa proximité avec le peuple. En pleine campagne pour les sénatoriales, Belfort Birota se fend tout de même d'une visite au Gros Morne, le temps d'une manifestation des associations de la commune. Ici, pas de grands électeurs à se mettre sous la dent, mais qu'importe. Pendant que je déambulais, n'est-ce pas, entre les travées, j'ai rencontré des gens qui ont besoin d'informations. Nous, candidats au Sénat, moi particulièrement, je fais ce travail-là
pour bien m'imprégner, bien que je sois déjà imprégné, mais je veux absolument m'assurer que les problématiques qu'a la commune du Gros-Morne sont les mêmes qu'on retrouve au Robert, à Grandvière, à Sainte-Anne, à Saint-Pierre. Le candidat issu du RDM se lance aujourd'hui dans la course au sénatorial sans l'investiture de son parti, ni du Grand Assemblée pour Bapéia en chance. Alors qu'il y a encore une semaine, des discussions étaient évoquées avec ses collègues de la CTM. Aujourd'hui, Belfort Birota n'y voit pas de contradiction. J'aurais souhaité que les choses soient claires une fois pour toutes. À la CTM, nous sommes plusieurs partis à être dans une majorité de gestion. Nous ne sommes pas dans une majorité politique. Ce qui veut dire que chaque parti est libre de présenter les candidats qu'il veut. M. Marie-Jeanne a présenté 2 candidats, c'est son droit absolu, le plus absolu. Moi, en tant qu'élu, j'ai le droit de ne pas demander l'investiture d'un parti. C'est ce qu'on appelle les candidats libres. Je suis parmi les 4 ou 5 candidats libres qui se présentent, n'est-ce pas, au suffrage des électeurs le 24 septembre prochain. Dans sa tournée face aux grands électeurs, le président du SDIS entend convaincre avec des thèmes comme les changements climatiques, la santé ou encore la réforme de la collectivité territoriale. Il n'est pas normal non plus que le président de l'Assemblée se contente de distribuer la parole. Je ne suis pas critique envers la CTM, je suis un critique envers l'institution elle-même. On est bien d'accord, c'est la loi de 2011 qu'il faut revisiter. Il faut la revoir parce qu'il y a quand même des petites imperfections. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas que les mauvaises habitudes deviennent jurisprudence. Parce qu'on aura du mal après à changer les choses. Il faut dès maintenant poser le problème. Là où ça coince, il faut décoincer. Donc il faut une nouvelle proposition de loi pour réformer la loi de 2011. Si Belfort Birota aime à se présenter comme un homme libre, il reste toutefois assujetti à ses nombreuses obligations. En effet, il partage déjà son temps entre l'Assemblée de Martinique, la présidence du SDIS, le conseil municipal du Robert ou encore la vice-présidence de Cap-Nord. Monsieur Belfort Birota, vous expliquez dans le reportage pourquoi vous vous présentez en candidat libre au sein du Grand Assemblée pour Bapéia en chance, ça on a compris, mais vous êtes quand même secrétaire général du RDM, pourquoi sans étiquette? Eh bien d'abord, bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs. J'ai choisi de me présenter librement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je considère que le sénateur est au-dessus des partis. Il ne faut pas que le sénateur s'enferme dans un parti. C'est la raison pour laquelle j'expliquais à mes camarades que j'avais pris la décision, pour ne pas les gêner aussi, de me présenter tout seul. Mais je tiens à dire que j'ai leur soutien quand même. D'accord. Alors, dans un entretien accordé aux France Antilles du 4 septembre dernier, vous avez déclaré que vous alliez vous entendre avec Marius Narciso pour savoir qui allait se présenter entre vous et lui. Finalement, vous êtes tous les deux en course. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre entretien? Eh bien, la réponse est toute simple. Vous savez, pour communiquer, il faut être en situation de communication. Il faut être deux. Mais comme il n'y a pas eu d'échange, donc j'ai choisi de poser ma candidature. Il n'y a carrément pas eu d'entretien, c'est pas... Je n'ai pas eu les réponses aux questions que j'ai posées. D'accord. C'était quoi les questions? Eh bien, se mettre autour d'une table, décider qui de lui ou de moi ira. Mais comme je vous dis, nous sommes dans une majorité de gestion, pas une majorité politique. Chacun est libre de faire comme il veut et chacun a décidé de faire comme il l'entend. D'accord. Bon, l'entente est comment finalement dans cette majorité de gestion? Parce que finalement, elle est cordiale, oui, mais il n'y a pas vraiment de discussion, c'est ça? Elle est fraternelle. On ne peut pas avoir de discussion claire, nette et précise, puisque chaque parti décide d'envoyer librement ses candidats. Donc nous n'avons pas, je répète, de majorité électorale, nous avons une majorité de gestion. Alors, est-ce que vous pensez quand même avoir vos chances face à des candidats qui sont soutenus par leur parti? Comment ça se passe la campagne déjà? Eh bien, pour moi, ça va très bien. Contrairement à mes espérances, cela marche très bien. Je suis reçu dans pratiquement dans toutes les communes. Je passe devant les conseils municipaux, j'expose mes idées et naturellement, je ne reçois pas plus que les autres candidats, on ne reçoit pas de réponse tout de suite. Mais toujours est-il que l'on sent quand même si la mayonnaise prend ou si elle ne prend pas. Et là, elle prend ou pas? Elle a l'air de prendre. Très bien. Alors, vous avez déjà plusieurs casquettes. Vous siégez à la CTM, Cap-Nord, Conseil municipal du Robert, le SDIS et secrétaire général adjoint du RDM. Alors, est-ce que vous allez renoncer à une des fonctions si vous étiez élu? Alors, ne me traitez pas de cumulard. Il faut que les téléspectateurs sachent que moi qui leur parle, je ne fais que la politique. J'adore ça, c'est ma passion. Oui, mais vous êtes multicasquette quand même. Je n'ai pas de passe-temps. Mon passe-temps, c'est la politique. Mais si
les grands électeurs me font confiance et m'envoient au Sénat, je promets d'abandonner tous mes mandats au bénéfice des jeunes. Parce qu'il faut, à un certain moment, savoir renouveler la classe politique. Or, il y a des jeunes qui attendent pour être à Cap-Nord, il y en a qui attendent pour être à la CTM, il y en a aussi qui attendent pour être président du SDIS. Donc, il est tout à fait normal que je me consacre uniquement, n'est-ce pas, à ma fonction de sénateur, qui, je le rappelle, est une fonction très prenante, mais passionnante d'après ce que les collègues m'ont dit. Alors, avant de parler justement de la mission du sénateur et de vos projets, vous avez parlé de laisser la place aux jeunes. Est-ce qu'il y a des noms qui se profilent dans votre tête pour vous remplacer Non, tout est question de liste. Vous savez, chacun a une place sur la liste. Par exemple, au conseil municipal de Robert, je suis conseiller communautaire, mais après moi, il y a quelqu'un qui va monter si je sors. À la CTM, c'est pareil, puisque c'est le scrutin de liste. Donc, mais moi, je suis décidé à laisser la place aux jeunes si je suis élu sénateur. Alors, maintenant, quels sont les projets que vous avez l'intention de défendre si vous allez au Sénat? Il y a, souvent on dit que les sénateurs, on ne voit pas très bien leur action. Le sénateur, vous savez, travaille dans la discrétion la plus totale, puisque... C'est effectivement difficilement perfectible depuis la Martinique. Tout à fait. C'est très peu visible. Mais un sénateur a deux moyens d'action. Contrôler le gouvernement, proposer des amendements au projet de loi que propose le gouvernement, mais également faire des propositions de loi, autrement dit, essayer de faire passer, de transformer en loi les besoins, les propositions, n'est-ce pas, des grands électeurs. Alors, quel projet de loi qui vous tient le plus à cœur? Le premier chantier auquel je vais m'attaquer si je suis élu, c'est celui d'obtenir une réforme de la loi de 2011 concernant la CTM. Nous avons souhaité, c'est vrai, une collectivité unique. Nous l'avons eue, mais pas dans les conditions que nous avons demandées. C'est-à-dire, par exemple, cette fameuse prime de 11 sièges crée un déséquilibre dans l'Assemblée. Et je trouve que l'opposition n'est pas assez représentée dans cette collectivité. C'est pourquoi je suis partisan de la mise en place d'une commission permanente, comme cela se fait dans d'autres départements. Une manière de représenter toute la population de la Martinique, parce qu'il s'agit à la CTM de gérer les affaires de la Martinique. Très bien. Ça, c'est un premier chantier. C'est un clin d'œil à vos camarades de l'opposition, ça, non? Pour les sénatoriales? Non, pas du tout. Je le fais sans calcul. C'est parce que j'ai étudié le texte, puisque, comme vous le savez, la CTM est en expérimentation. Je me rends compte, et mes collègues aussi, qu'il y a des endroits où ça coince. Et comme j'ai dit, il ne faudrait pas que ça fasse jurisprudence. Il faut absolument, pendant cette période d'expérimentation, que nous relevions tous les points de blocage, tout ce qui ne colle pas, tout ce qui ne marche pas, de manière à pouvoir affiner ce texte, cette loi, pour espérer aller avoir un outil performant au service des Martiniquais. Le deuxième sujet, le deuxième point de mon programme à Madrid, c'est la sécurité. Et vous savez, aujourd'hui, le PCA a bien voulu que je préside le SDIS. Et là, je peux me rendre compte que nous avons malheureusement, dans cette période de crise et de raréfaction de l'argent public, des communes qui ont du mal à payer leurs contributions. Et je me suis penché sur la question et je me suis rendu compte que les Martiniquais payent deux fois leur sécurité. Une première fois par la contribution de la CTM, et une deuxième fois par la contribution communale. Moi, je pense qu'il nous faudrait modifier cette loi de 1996 pour aller vers ce que j'appelle un financeur unique. Ça peut être la CTM, ça peut être l'État, ça peut être n'importe qui. La question est à l'étude, c'est un projet que j'ai. J'espère que je vais pouvoir le mener à bien. Aussi, au niveau toujours de la sécurité, l'ouragan Irma est passé sur Saint-Martin. Nous devons en tirer des conséquences également. Chez nous, nous avons encore beaucoup à faire pour pouvoir répondre aux premières urgences. C'est vrai que depuis quelque temps, nous équipons le SDIS en matériel de qualité, en hommes bien formés, et ma foi, les choses vont beaucoup mieux qu'auparavant, mais il y a encore des choses à faire, parce que les premiers acteurs de la sécurité, ce ne sont pas les pompiers. Ce qu'il faut former naturellement, mais il y a un travail à faire au niveau de la population, c'est-à-dire former toute la population martiniquaise aux gestes qui sauvent. Parce qu'il faut un délai de 48 à 72 heures avant l'arrivée des premiers secours. Donc les premiers acteurs de leur sécurité, c'est la population elle-même. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, madame.
ATV est toujours plus proche de vous, c'est le moment pour nous de nous pencher tout près de vous. Place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au Gros Morne avec un conseil municipal qui connaît une nouvelle fois des remous. Le 4e adjoint de la mairie vient de se voir retirer ses délégations par le maire. José Versol, bien connu dans le milieu artistique, se dit aujourd'hui victime d'une machination. Détention qu'Hubert Bornil et Sandrine Claude ont tenté de comprendre ce matin. Regardez. En bon gros, maintenant, nous peut dire que parole qui monté descendre depuis un temps, moun ka mandé qui ça qui a passé dans la mairie, ni adjoint qui a démissionné, et puis là, 4e adjoint, mais a tiré toute délégation, ça veut dire qu'il ne peut pas faire rien encore, et puis qu'il a perdu la monnaie. Au Gros Morne, toutes les attentions se portent sur l'hôtel de ville, pas tellement à cause des travaux qui s'y déroulent, mais surtout par rapport à l'ambiance qui semble régner au sein du conseil municipal, qui plus est dans la majorité du maire, Gilbert Couturier. On m'a demandé qui ça a passé la mairie Gros Morne. Je vais vous conseiller dehors, je vais tout cas des monde dehors, alors moi pas ça. C'est devenu catastrophique. Avec le maire et tout ce qui se passe là, c'est tout un mélange. Maintenant, considéré Michel Roger Versol, il a dit mais qu'il a calqué bordel le Gros Morne. Moi, on dit que n'est malaise effectivement, c'est dommage. En commune, je suis presque quitté pour aller de l'avant et je constaté que même au conseil municipal, même on est presque une commune qui a dormi aussi. C'est une commune qui n'est pas stable. Oui, c'est la veille du bon. Ça première qui était pas dernière. Et puis qui était pas troisième, non? C'est la veille, c'est comme ça la vie. Comme on le voit dans tous les coins du bout, la population s'interroge. Ça, qui a passé là? Les qu'on a, à l'escoyo, actuellement, quand il ça c'est pour le passer ça bougie. José Versol, le 4e adjoint, se retrouve privé de délégation. En clair, cela signifie que c'est sa fonction d'adjoint au maire qui est visée. Évidemment, l'élu vit cette situation douloureusement. C'est surtout la forme. Quand il y a un combattant qui s'est battu avec toi pendant des jours et des jours, qui t'a permis d'avoir, je dis un pouvoir, parce que c'est un pouvoir, et par respect pour lui, tu le convoques, on discute, il y a une discussion, une communication. Je ne reçois pas une lettre anonyme comme ça. Une lettre anonyme, j'ouvre la lettre et je vois. Toutes vos délégations sont enlevées, point final. Sans aucune communication, sans entretien, sans relationnel. Le côté humain a disparu. Pour sa part, Gilbert Couturier se montre serein. Pour lui, ce qui importe avant tout, c'est faire avancer la commune. Mais la machine semble bien enrayée. Je crois que José, c'est une compétence. Il sait comment. Mais lorsqu'on est dans un groupe, il y a une manière de fonctionner. Quand on met ça sur la place publique, c'est perdre du temps, se tromper d'objectif. Moi, je me dis que j'essaie de donner au maximum avec ceux qui sont disponibles. Je sais que je ne pourrai jamais satisfaire tout le monde. C'est Gomoun qui dit, bœuf, pas jamais dit ça avant de mettre si vous êtes blessé, ça y a fait, c'est caca dans seulement ça caca. Déjà 2 élus démissionnaires, un 4e adjoint à qui on enlève ses délégations, la population de son côté veille au grain. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des travaux d'urgence de mise en sécurité des ouvrages situés sur la RD10 au lieu dit Grand Détour à Grand-Rivière sont prévus à compter de demain 10h. La circulation sera interrompue avec des alternances toutes les 20 minutes. Des coupures d'eau sont prévues de 8h à midi demain à Fort-de-France dans les quartiers suivants, Tartançon, Clairières, Bellevue, Pointe-de-la-Vierge et enfin Rive-Douate, Levassor. Enfin, information pratique pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h au centre commercial La Galeria sur le parking face aux fleuristes. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Passe tout de suite à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV.